Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le dernier temps collectif de cette journée. Ensuite, ce sont des lumières et des éclairages individuels. J'invite tout de suite à me rejoindre les participants de cette table ronde. Donc, Sandrine Cosra, qui est maire de Vaune dans les Alpes de Haute-Provence. Madame Cosra. Madame Thévenot, présidente de la communauté de communes de Nozay en Loire-Atlantique. Monsieur Le Boulanger, maire de Caumont-sur-Orge dans le Calvados. Madame Brana, maire du Porge en Gironde. Monsieur Eugène, maire de Château-Thierry dans l'Aisne. Et puis Madame Marceau, qui est députée de Charente. Il n'y a pas de plan. Vous savez dans quel ordre vous intervenez. Donc je vous laisse vous installer. Alors cette table ronde qui est composée uniquement à 100% d'élus, 0% recherche dedans, finalement, elle a un statut un peu particulier. C'est-à-dire qu'elle a plutôt que compléter notre collection d'études de cas, ce qu'on vous invite à essayer d'identifier, c'est les motivations. C'est qu'est-ce qui fait qu'un élu il s'engage dans un programme comme POPSU? Qu'est-ce qu'il vient y chercher? En quoi il y trouve d'ailleurs ce qu'il vient y chercher ou pas. Donc finalement, on va un peu dessiner en creux le profil de poste d'un élu en transition. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai envie d'innover, de tester des choses, de changer des choses. Et donc, la manière dont je m'y prends est la suivante. Et puis, dans la deuxième séquence de notre table ronde, on va essayer de monter un peu plus en généralité et finalement, au-delà de la marqueterie d'expertise et de cas pratiques qu'on observe dans POPSU et dont on a vu la richesse toutes ces journées, c'est de se poser la question y a-t-il un ruissellement de l'intelligence territoriale? Marie-Hélène Contat nous a dit il y a des pépites et il y a des semences. Les pépites, on les a. Est-ce que pour autant, ces graines sont susceptibles de germer? POPSU est-il un accélérateur de la différenciation territoriale? Ça tombe bien, il y a une loi bientôt en fabrique sur cette question-là. Ou la construction de nouveaux modèles. En gros, quels sont les visages et figures d'une expertise qui prend à la fois soin des lieux et qui met en lien? Et quel lien, quel réseau, vous, élus, vous attendez justement en vous inscrivant dans une plateforme comme POPSU? Alors, Madame Cosra, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes maire de Vaune Vologne, c'est avec Vologne, j'essaye d'éviter l'allusion à cette sombre affaire, et voilà. Dans les Alpes de Haute-Provence. Alors vous êtes à la tête d'un écoquartier multimédaillé. Vous avez tous les labels, vous avez coché toutes les cases du référentiel qui vont bien, et pour autant, vous vous êtes inscrit dans le programme POPSU sur la question de la participation citoyenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous êtes venu chercher dans le programme? Oui, donc merci de cet accueil et puis de ce programme. Effectivement, donc à Vologne, nous avons un village, 1700 habitants, dans les Alpes de Haute-Provence, qui était en 2014 dans une situation compliquée avec fermeture de commerce, fermeture de classe, perte du statut de chef-lieu de canton, départ d'un médecin, donc une situation compliquée. Et on a voulu repenser l'avenir du village à travers un projet d'écoquartier, et dans lequel effectivement on a voulu explorer toutes les référentiels qui nous aidaient, donc le référentiel écoquartier bien sûr, quartier durable méditerranéen, et donc avec un projet multifacette, création d'une cantine, agrandissement de la crèche, maison de santé, réseau de chaleur, et toutes ces opérations, on les a menées en consultant les habitants. Et en participant aux démarches écoquartier, quartier durable méditerranéen, on a été mis en lien avec un écosystème d'urbanisme, de chercheurs, et avec l'ADEME, avec les services de l'État, avec des financeurs. Et assez rapidement, j'ai l'IUAR, donc d'Aix-en-Provence,
par Emeline Hatt, qui m'a demandé si il pouvait venir suivre la façon dont on développait l'écoquartier avec les étudiants. Donc on les a accueillis chaque année, plusieurs fois par an, depuis 2015, les M1, les M2. Donc ils venaient en voyage d'études pour voir comment un village en fait avait fait le choix de se transformer. Et moi, je me suis toujours engagée dans la présentation du projet pour ces jeunes, parce que je crois qu'on fait ça aussi pour eux. Et en leur demandant, moi, je sais que je leur demandais à chaque fois d'être ceux qui dessineront nos villages de demain et de le faire avec ambition. Et du coup, de par cette proximité, moi je me posais une question, c'est-à-dire que certes on a fait un village, on a vu qu'il se développait pas mal de projets citoyens, de par la façon dont on avait choisi d'aménager et de concerter dans le village. Donc ça a pris plein de formes, hein. Une centrale photovoltaïque citoyenne, des jardins partagés, la création d'une gratuiterie, maintenant il y a une fabriquerie, il y a des ateliers de construction de masques. Enfin, il y a eu pas mal d'initiatives qui sont nées. Et en fait, j'ai posé la question donc, à ces deux chercheuses, hein, Emeline et Séverine, de voir si elles pouvaient nous accompagner pour voir en choisissant de se lancer dans un aménagement durable de notre village et participatif, en fait, on changeait la façon de vivre au village et on créait finalement un village dans lequel les citoyens vont plus s'engager, vont porter des projets, vont plus s'approprier l'espace public, vont mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Et donc, j'ai souhaité qu'elle m'aide à identifier cette façon dont on changeait la façon de vivre au village et peut-être aussi à créer des outils pour nous et pour d'autres. On est toujours dans l'idée d'essaimer, hein, pour finalement créer peut-être cette nouvelle ère, hein, qui a été exposée en début d'après-midi. Je crois qu'on est dans cette ère, parce que quand on a fait cet écoquartier, on a vraiment créé du beau. Et on a créé du lien, du lieu, qui crée du lien. Donc voilà, on a une maison de santé où il y a une salle d'attente extérieure, ce qu'on appelait le jardin intime. La façon même de bouger des habitants a changé avec cet aménagement. Je crois qu'il y a, dernièrement, j'ai appris qu'il y avait une brasserie citoyenne qui voulait se créer. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, je crois qu'on a créé un peu le terreau de quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est susceptible de durer ? Est-ce que nous, on n'a pas un rôle à jouer pour que justement ce phénomène existe, persiste ? Alors pourquoi moi je suis intéressée ? Parce qu'en venant sur une journée comme aujourd'hui, je pars avec plein d'idées, avec plein d'envies, avec l'envie de développer le sujet de l'alimentation. Et je remercie le maire de Tournu qui donne envie. Voilà, je serai aussi sur la question de l'accompagnement dans le grand âge. Hein. On a agrandi la crèche, augmenté donc les places de crèche. Je tiens à préciser quand même qu'avec cet aménagement, cette année, on a fait plus 11 enfants. On a 5 classes en tout. On a fait plus 11 enfants cette année. Donc c'est très concret. Voilà, les semences et les graines, c'est très concret. Voilà, c'est très concret. Donc ça me plaît. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Est-ce que je me pose la question et je pense qu'on peut en tout cas on peut le travailler et notamment avec les chercheurs de POPSU et je les remercie beaucoup. Donc là on pourrait dire que POPSU c'est à la fois évaluer cette citoyenneté augmentée qu'a généré l'écoquartier et de voir les moyens de la prolonger ou de l'approfondir, c'est ça ? Tout à fait. Madame Thévenoud, alors la situation est un peu différente. Vous êtes présidente de la communauté de communes de Nozay en Loire-Atlantique. Je le disais tout à l'heure. Alors vous avez enchaîné un atelier des territoires Mieux vivre le périurbain, un autre Réinventer le rural. D'ailleurs, on voit bien qu'on peut avoir le même atelier des territoires. Quand on parle de rural et de périurbain, ça veut bien dire que les concepts
sont encore à l'état gazeux. Et donc, fort de ces 2 ateliers que vous avez enchaînés, vous vous inscrivez dans PopSu, et quand on s'est eu au téléphone pour préparer, vous avez dit c'est un bon moyen pour nous de faire valoir notre différence. Allez-y, dites-nous en quoi c'est un moyen de faire valoir votre différence. Notre différence et notre singularité, parce que finalement, je fais le constat qu'aujourd'hui, je suis la seule présidente d'Interco. Mais c'est bien, finalement. Oui, il en manquait, ça manquait un peu. Il en faut. Je vais peut-être revenir un petit peu sur notre histoire, puisqu'il a été question de temps long. Effectivement, le temps a été long, puisqu'il y a un peu plus de 50 ans, sur notre Interco, ce qui est à peu près l'échelle de notre Interco aujourd'hui, les élus en place à ce moment-là avaient décidé de s'unir pour faire ensemble ce qu'ils n'étaient pas capables de faire tout seuls. C'est un peu le principe de l'Interco, sauf que là, ça a bien fonctionné. En l'occurrence, il s'agissait de la construction d'une piscine intercommunale. En 2015, nous prenons la décision, nous l'assumons en connaissance de cause, quand je dis, parce que ça a des répercussions aujourd'hui très concrètement, de sortir du pays dans lequel nous étions. Et ça a des conséquences aujourd'hui très pratico-pratiques par rapport au dossier d'urbanisme notamment, quand il faut aller, avant de lancer un projet, consulter la CDPENAF par exemple. C'est votre péché originel finalement. C'est exactement ça. Mais on le savait, on a bien pris cette décision en connaissance de cause, puisque en fait on ne s'y retrouvait pas dans ce pays. Donc nous voilà engagés, et puis engagés dans un territoire où on connaît un fort développement. Le département de Loire-Atlantique, et tant mieux, connaît une croissance démographique de plus de 17 000 habitants par an, et ça fait déjà un certain nombre d'années que ça peut durer. On en a toutes les répercussions positives, bien évidemment, mais aujourd'hui on commence à se poser un petit peu la question de savoir si on ne va pas quelque part y perdre un peu de notre âme. En termes d'accueil de population, justement. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc, on s'inscrit dans cette démarche de répondre à l'atelier des territoires sur le bien vivre ensemble en périurbain, et ce qui nous a extrêmement, on va dire, aidés, ce qui nous a extrêmement, amené à réfléchir, à s'engueuler aussi, il faut dire les choses très clairement, parce qu'il y a un moment, ça peut aussi passer par ça pour pouvoir construire. Et en l'occurrence, en parallèle, on construit un projet de territoire sur la communauté de communes. Et là, pour le coup, on était effectivement dans les mêmes problématiques. On le voit bien. Moi, depuis ce matin, j'entends des tas de choses extrêmement intéressantes. Et quand on peut les partager, quand on peut s'appuyer sur les uns et les autres, voire même aller construire ensemble, moi, je trouve que c'est d'autant plus enrichissant qu'on voit les choses aboutir. Alors évidemment, ça prend du temps. Il faut savoir être patient, quelquefois savoir renoncer. J'ai quelque part suggéré aussi qu'on puisse faire une commune nouvelle. Oh là là, c'était pas question d'y aller. Et pour le coup, je pense que avec mes collègues, on a su, on va dire, s'approprier vraiment ce que nous voulions être ou ne pas être pour le coup. Et j'ai entendu parler de lumière sur le temps intermédiaire avant le déjeuner. Finalement, j'ai peut-être un peu de prétention à dire qu'on essaie aujourd'hui de produire notre propre lumière. C'est le cas de le dire. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et pour le coup, cette problématique d'habitat s'est assez vite révélée. Et comment faire pour attirer des équipes qui s'intéressent aux problématiques des territoires, qui ne l'envisagent pas forcément de la même manière par rapport à ce que vivent les métropoles. Il ne s'agit pas d'aller reproduire ce qui se passe au niveau des métropoles, effectivement, dans notre territoire rural, puisque en faisant ce choix de sortir du SCOT dans lequel nous étions, nous faisions aussi le choix très assumé de rester des ruraux, ce que nous sommes. Et on n'a pas la prétention de vouloir ressembler effectivement aux urbains, même s'il y a des choses très intéressantes, et qu'on puisse profiter largement de la dynamique de 2 métropoles entre lesquelles nous nous trouvons géographiquement, c'est-à-dire Nantes et Rennes. Et à travers ça, on fait un appel à projet vis-à-vis d'équipes pluridisciplinaires qui finalement
on obtient plusieurs réponses. On est accompagné par les services de l'État. Je me souviens notamment par rapport au CEREMA. Et on accueille une équipe avec laquelle ça s'est extrêmement bien passé. On continue à travailler ensemble. Et finalement, c'est par son intermédiaire que nous candidatons. Quelle candidate à POPSU? Donc, vous voyez, le travail a été fait un peu différemment. Et en ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Alors, avec mes collègues, finalement, on poursuit ce chemin, tantôt de complémentarité, tantôt de mutualisation, mais en tous les cas, surtout pas de l'uniformisation. Surtout pas. Est-ce que j'ai répondu Oui, voilà. Tout à fait. Et on voit bien la différence de posture avec Madame Cosra, qui, elle, prend une initiative, souhaite l'évaluer pour l'inscrire dans la durée, et vous, sur une forme de, passez-moi l'expression, je ne retrouve pas d'autre, mais d'instrumentalisation des dispositifs nationaux pour faire valoir un projet au singulier. Mais bien basé sur le projet de territoire, ça j'insiste, parce qu'à l'échelle de l'Interco... Et à l'échelle de l'Interco. Oui, exactement. Par les temps de communalisme acharné dans lesquels nous sommes, est une originalité. Bon, après, il faut reconnaître aussi que en étant la plus petite interco de Loire-Atlantique, nous sommes effectivement près de 16 000 habitants et 7 communes. Donc ceci peut aussi expliquer cela. Monsieur le Boulanger, vous êtes maire de Caumont-sur-Orge dans le Calvados et vous êtes inscrit dans POPSU en parallèle de Petites Villes de demain. C'est-à-dire comme une sorte... Alors, j'ai bien comment vous avez... L'opérateur de recherche, c'est ça l'expression consacrée, mais finalement vous l'incarnez, c'est-à-dire que vous avez pris POPSU pour regarder si Petites Villes de demain était en phase finalement avec les problématiques des résidents, pour reprendre l'expression de la NPU. Tout à fait. Et peut-être quelques mots pour replacer un petit peu le contexte de cette commune. Donc Caumont-sur-Orge, commune nouvelle, dont on a abondamment parlé précédemment, qui rassemble 3 communes, une commune importante, et moi j'étais sur les 2 mandats précédents, premier adjoint d'une des petites communes. Et donc en 2017, au moment de la fusion, je me suis retrouvé maire de cette commune fusionnée, et il y a eu un rapport de l'atelier des territoires qui est sorti cette même année, et on s'est aperçu que la commune Caumont-sur-Orge, donc avant, comme on les vantait, qui était la commune historique, ne jouissait pas du tout d'une image favorable, c'est-à-dire qu'on avait un déficit d'image extraordinaire et qui nuisait fortement à l'attractivité. Et donc, dès que l'équipe municipale a été mise en place, on a réfléchi sur des leviers pour modifier un peu cette image, parce que cette image, c'était à terme des commerces en moins, des habitants en moins, des écoliers en moins. Donc on a réfléchi, la première chose qu'on a mis en place, c'est une maison citoyenne, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, qui rassemble à la fois les espaces Maison France Service, un espace public numérique, un lieu de vie sociale, une médiathèque, un local ado, un relais d'assistance maternelle, un lieu d'accueil enfants-parents et une microfolie, donc microfolie dont on a fait la préfiguration il y a 3 semaines, première microfolie en milieu rural du Calvados. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez puissant en termes de marqueur de dynamisme de territoire. Parallèlement à ça, on avait à l'entrée du village une ancienne maison de retraite abandonnée. Et donc, on a accompagné un porteur de projet. Et aujourd'hui, il va ouvrir 30 résidences seniors pour pouvoir effectivement accueillir des gens qui ne sont pas encore en capacité, ou en tout cas en demeure, d'aller en maison de retraite. On a cédé un terrain également pour accueillir une maison de retraite. Donc, on a 110 lits, une maison de retraite qui a ouvert il y a 3 ans. Et parallèlement à ça, on a vendu pour 1 euro symbolique à l'Intercom un terrain pour mettre en place un pôle de santé. Un pôle de santé qui va ouvrir en mars prochain. On a également fait un gros travail avec les écoles pour écrire un plan éducatif territorial de façon à associer les structures associatives périscolaires pour qu'il y ait une unité dans l'engagement pédagogique sur le terrain. Et on a également accompagné au niveau du collège des partenariats avec des séjours à l'étranger. Et aujourd'hui, le collège, qui était un collège où il y a 15 ans, personne ne voulait y aller, a l'un des meilleurs résultats du Calvados. Et on passe d'un effectif de 380 en 10 ans à plus de 500 aujourd'hui. Et le département met 6 millions d'euros pour la rénovation du collège. Donc vous voyez, tout ça contribue un petit peu à redynamiser la commune. Et POPSU est arrivé là-dessus l'an dernier en nous disant, mais voilà, cette trajectoire dynamique, il faut que vos habitants
l'accompagnent maintenant, s'en saisissent pour pouvoir effectivement travailler sur la rénovation des logements, le maintien des commerces, la circulation, les mobilités douces, les vélos, les piétons, etc. Et comme une nouvelle, effectivement, n'arrive jamais seule, Petite Ville de demain, on a été retenu en même temps que 2 autres centres bassins de vie de l'Intercom, puisque Petite Ville de demain est gérée au niveau de l'intercommunalité. Et donc, on bénéficiait, nous, de ce double tremplin pour réfléchir sur l'avenir de notre commune. Et ce qui s'est passé, c'est que la synergie qui a eu lieu dans notre commune entre les travaux de POPSU et Petite Ville de demain était tellement engageant que mes 2 collègues maires des communes Petite Ville de demain m'ont dit « Mais écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir finalement à ce que cette réflexion qu'on a au niveau d'une commune, on l'ait au niveau du territoire ?» Et moi, ça m'a semblé tout à fait pertinent, puisque Petite Ville de demain, on crée, même si c'est sur des polarités qui sont identifiées, c'est quand même une volonté de créer une unité du territoire. Et justement, POPSU amène cette démarche intéressante de recherche et surtout de participation de l'habitant. Et donc, du coup, avec l'accord de l'équipe POPSU, on a imaginé que sur les 2 autres bassins de vie, on puisse étendre finalement une réflexion sur le territoire et qu'ils puissent bénéficier de cette lumière, je dirais, supplémentaire pour valoriser Petite Ville de demain. Et donc, nous, on va bénéficier forcément de l'apport des 2, mais on va bénéficier aussi de l'apport POPSU des 2 autres polarités qui vont forcément nous servir pour imaginer notre monde de demain, parce que vous imaginez bien que ce qu'on veut faire, nous, c'est faire rayonner notre commune au-delà de ses frontières et donc de l'intégrer dans un processus de vie de l'intercommunalité. Donc c'est parfaitement pertinent aujourd'hui d'avoir axé ces deux processus en parallèle. Finalement, on a le phénomène quasiment inverse de Madame Thévenot tout à l'heure, qui d'emblée l'a positionné à l'échelle de l'Interco. Et vous, c'est plutôt par capillarité où ça prend Exactement. cette échelle-là. Tout à fait. Merci, Monsieur Lou Boulanger. J'ai dit tout à l'heure une table ronde 0% chercheur, mais ce n'était pas tout à fait vrai, parce que Madame Brana, dans le civil, est chercheur. Mais ce n'est pas à ce titre-là qu'elle est invitée, c'est en tant que maire du Porge, en Gironde, entre le bassin d'Arcachon et Lacanau, territoire en déprise complète, quasiment une sorte d'effondrement, dans une plaisanterie. Vous m'avez dit que pour vous, POPSU, c'était le moyen d'avoir un document d'urbanisme sur mesure, c'est-à-dire d'éviter les copier-coller qu'on reproche souvent. Rien ne ressemble plus à un PADD qu'un PADD. Alors, pourquoi et comment vous utilisez ça pour votre document d'urbanisme ? Alors, comme vous l'avez dit, le Porge est situé sur un territoire attractif, entre donc le bassin d'Arcachon et Lacanau. Et pendant longtemps, le Porge a été préservé du développement urbain par un programme interministériel qui s'appelait l'AMIACA, qui date des années 60, mais qui a perduré. Mais depuis une quinzaine d'années, cette pression urbaine s'est intensifiée sous la double pression de l'attrait de la métropole, puisque Bordeaux est à 50 km, et également, bien sûr, de l'attrait littoral. Et dans ce contexte, la commune a du mal à faire face à ces pressions urbanistiques. Et donc, quand POPSU est venu me voir par l'intermédiaire de Myriam Casamayor et de Guylaine Démier, qui sont respectivement docteurs en urbanisme et docteurs en économie des transports, mais bien sûr, j'ai été tout à fait intéressée. Dans les documents d'urbanisme pour une petite ville, dans une petite ville, ça ne permet pas de répondre à la pression immobilière qu'on peut subir, parce que souvent, comme vous l'avez dit, les documents comme le PADD, le PLU sont souvent assez pauvres. Et à mon sens, ils présentent trois grandes limites. La première limite, c'est une limite financière. On l'a dit beaucoup ce matin, notamment... les petites communes ne sont pas très riches, donc quand il s'agit de mettre en place un document d'urbanisme, un PLU, ça coûte très cher. On a tendance dans les consultations à prendre finalement le moins-disant financier, et on aboutit à des documents d'urbanisme peu qualitatifs, c'est-à-dire avec beaucoup de copier-coller, comme vous l'avez dit. Par exemple, les PADD, quand vous lisez les PADD des petites communes, ils se ressemblent tous. On a tous envie d'un développement urbain raisonné, de préserver l'environnement ou d'avoir un développement économique.
Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que le PLU, je l'ai dit, ne permet pas de maîtriser de façon satisfaisante la pression immobilière. Et le développement urbain dans nos communes se traduit essentiellement par le développement de lotissement et les divisions parcellaires. Et dans les deux cas, on aboutit à une forte consommation de l'espace. Finalement, on n'est pas du tout dans le zéro artificialisation espéré, par une certaine pauvreté architecturale. Et puis, Madame Joussereau l'a dit tout à l'heure, on perd un peu l'identité de la commune parce que on a une architecture finalement qui est un peu semblable partout et un développement urbain qui finit par être semblable partout. Et enfin, troisième limite, les documents d'urbanisme sont souvent élaborés loin des habitants. Ces derniers sont consultés souvent en toute fin du processus parce que c'est rendu obligatoire. Hein, donc on va faire une grande réunion publique, mais finalement les avis qui vont être émis ne vont pas être repris dans les documents d'urbanisme. Et pour citer ma commune, hein, je n'étais pas élue à l'époque, mais enfin pas aux affaires en tout cas. Le commissaire enquêteur a vu plus de 200 personnes, il a donné raison à plusieurs demandes de personnes, et pourtant aucune de ces demandes, de ces 200 personnes, n'ont été reprises dans le PLU. Alors dans ce cadre, que peut nous apporter le programme POPSU ? Tout d'abord, c'est une expertise, une ingénierie. Les chercheurs et les praticiens du programme POPSU ont une double compétence, hein, puisqu'ils sont à la fois professionnels et chercheurs, donc ça nous donne une grande richesse, et puis ça permet vraiment une recherche-action. Et puis ensuite, on a une équipe pluridisciplinaire avec des urbanistes, des architectes, des aménageurs, des économistes, etc. Donc là aussi, c'est une grande richesse pour l'analyse. Et puis, donc l'idée, c'était que ces chercheurs, ces praticiens puissent nous aider à élaborer un document de territoire, un projet de territoire quasiment sur mesure qui servirait de support à nos futurs documents d'urbanisme. Donc l'idée, c'est pas bien sûr de faire les documents d'urbanisme, hein, mais c'est de nous donner la matière pour ensuite nourrir le PADD, nourrir le PLU. Et ce programme a deux ambitions. La première, vous l'avez dit, c'est d'essayer d'élaborer des documents d'urbanisme plus qualitatifs, plus proches des territoires. Et puis la deuxième ambition, c'est, là aussi on en a beaucoup parlé ce matin, c'est d'avoir, et encore tout à l'heure, c'est d'avoir des documents élaborés avec les habitants, donc d'avoir vraiment de la co-construction. Alors, on est à peu près aujourd'hui à la moitié du programme. L'équipe POPSU a rencontré les habitants de nombreuses reprises, a fait deux séminaires de co-construction avec les habitants, mais également avec les institutionnels, et ça a été très riche. Donc cette approche participative a suscité un grand intérêt à la fois des habitants et des institutionnels, et notamment ces derniers ont découvert qu'on pouvait avoir une autre façon d'appréhender le territoire, une autre façon de découvrir le territoire. Et ce qui est intéressant, je vais finir avec ça, c'est que cette approche participative n'est pas une simple consultation. L'idée, ou le mérite, l'objectif et le mérite, c'est de faire sortir les habitants, les professionnels et les institutionnels de leur cas particulier, c'est-à-dire de leurs contraintes ou de leurs intérêts privés pour aller vers le commun. Et l'idée, c'est justement que ce commun aboutisse à un PADD et un PLU. Voilà. Merci Madame Brana. Si vous me le permettez, je vous mets dans la même boîte que Madame Thévenot, c'est-à-dire dans la famille j'utilise POPSU. Alors, vous utilisez tous POPSU pour activer et connecter des ressources locales. Mais il y a la famille évaluation, c'est Madame Cosra. Il y a la famille différenciation et sur-mesure, c'est Madame Thévenot et Madame Brana. Et Monsieur le Boulanger, j'ai fait une boîte pour vous, pour le moment, qui a la famille coopération. Et je parle mieux avec mes voisins depuis que j'ai cette intermédiation, finalement, avec les équipes. Monsieur Eugène, vous êtes maire de Château-Thierry dans l'Aisne, et dans nos échanges, je trouvais intéressant, en fait, POPSU, c'est une étude qu'on ne commande pas. C'est-à-dire quand on commande une étude, on a un cahier des charges, on a déjà périmétré la question. Là, c'est une sorte de lâcher-prise, c'est une sorte d'administration de pleine conscience. On lâche prise et c'est d'autres qui viennent nous dire tiens, il faudrait quand même vraiment vous intéresser à ça, parce que là, il y a un enjeu. Est-ce que vous pouvez témoigner de votre expérience POPSU à Château-Thierry? Oui, c'est vraiment comme ça qu'on a perçu l'étude POPSU. C'était de pouvoir, à un moment donné, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à
toutes les études urbaines et urbanistiques qu'on peut mener. Aujourd'hui, la ville de Château-Thierry a un programme en rue. Donc vous vous doutez qu'il y avait une très grosse étude en rue qui a été menée, très grosse étude dans le quartier de la Gare, puisqu'on est à moins d'1 heure de Paris en train, et Château-Thierry, qui a 15 000 habitants, a pris 1000 habitants en seulement 5 ans. Et donc il y a un objet de planification très important. On s'intéresse également beaucoup à notre centre historique, et je vous remercie d'avoir choisi l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry sur cette illustration. Et donc on a également des études sur le quartier plus patrimonial, mais on n'avait pas d'études plus généralistes sur la ville de Château-Thierry. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec l'équipe universitaire, c'est qu'ils ont choisi un lieu auquel on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. Ils ont choisi l'île de Château-Thierry. L'île, pour des castels théodoriciens, les habitants de Château-Thierry, c'est plutôt un lieu de passage. C'est le moyen que l'on a pour traverser de la rive gauche à la rive droite la ville. Mais ce n'est pas considéré comme un lieu de vie véritablement en tant que tel. Et je trouvais intéressant qu'ils se soient intéressés, qu'ils aient étudié plus particulièrement cette île qui a un passé industriel ancien et sur laquelle une des anciennes usines a été transformée en un lieu. Alors je ne veux vraiment pas utiliser ce mot tiers-lieu parce qu'on l'utilise dans tous les termes. En tout cas, il y a une vingtaine d'associations culturelles, sportives qui aujourd'hui s'y retrouvent, puisque l'usine Belin, c'est les petits biscuits Belin tels qu'on les connaît, où a été inventé également le Pépito pour les amateurs. Eh bien, cette usine a fermé dans les années 90. À l'époque, il y avait 1500 salariés. Il a bien fallu que la ville reconvertisse ces espaces vides. Et ils ont décidé de prendre ce lieu comme un étalon pour la façon dont on raconte l'histoire de la ville et comment on se projette dans l'avenir. C'était un point de vue sur lequel on n'aurait pas forcément au premier abord insisté, et ils ont beaucoup, eux, pour le coup, insisté pour que ce soit le cas. Donc on a suivi, et le résultat, c'est que ce bâtiment qu'on voyait plutôt comme un bâtiment à réhabiliter d'un point de vue patrimonial, comme on réhabilite des bâtiments avec un assistant de maîtrise d'ouvrage, un maître d'œuvre, mais ils nous ont quand même aidé à penser que, certes, il y a ce lieu qui est important, mais tout autour, il y a un univers, et puis il faut bien le rattacher au reste du centre-ville, et en particulier à la rue qui relie les deux ponts pour traverser la ville de Château-Thierry. Puis je voulais insister sur un autre point où j'ai trouvé intéressant, c'est justement d'être dans cette communauté PopSu, et cette journée est là pour en témoigner, de recevoir les brochures, savoir ce qui se passe ailleurs, et notamment, ça peut paraître un peu contradictoire, mais notamment dans les métropoles. Je trouve que c'est très enrichissant de savoir ce qui se passe dans les métropoles. J'ai pour habitude de dire qu'on est un petit peu trop petit et trop pauvre pour prendre trop de risques par rapport à ce que peuvent faire des métropoles. Ils peuvent avoir plein de projets, puis s'ils se ratent sur un, c'est pas très grave, ils en auront plein sur le mandat. Nous, c'est pas le cas. Sur un mandat, on n'en a pas 10 000, et donc lorsque l'on fait quelque chose, il faut qu'on soit sûr que ce sera pertinent, et puis qu'on n'aura pas succombé aux sirènes de la mode qui vont être très vite dépassées. Et l'avantage de PopSu, c'est justement d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qu'il y a derrière, et je trouvais ça vraiment intéressant. Et pour finir ce propos liminaire, je voulais dire que PopSu, c'est un petit peu l'anti-brochure que vous transmettez avec une infographie sur un plan de rénovation d'un espace public ou d'un bâtiment, parce que souvent c'est un peu fade, ils se ressemblent tous, il n'y a pas d'histoire derrière, et donc je trouve que de pouvoir aller plus au fond des choses, prendre de la hauteur à un moment, ça a été un vrai bénéfice pour la ville de Château-Thierry. Merci, monsieur Eugène. Donc, pourquoi on entre en PopSu? On entre, et donc, quels sont les élus qui utilisent PopSu, si on essayait de faire des sortes d'archétypes pour évaluer, pour faire valoir sa différence, pour coopérer, pour lâcher prise. J'essaye de ramasser les choses. Alors, Madame Marceau, vous n'êtes pas élu local, ou alors je ne veux pas ouvrir le débat, un député est-il un élu local? Ça ferait une autre journée de colloque, mais vous êtes une complice de PopSu depuis l'origine. Et ce qui m'intéresse, et j'espère ce qui intéressera nos auditeurs dans votre témoignage, c'est que vient chercher quelqu'un qui fabrique la loi, donc le général, dans l'expérimentation locale. C'est-à-dire comment vous gérez ce grand écart. Ça doit faire mal aux adducteurs au bout d'un moment, d'ailleurs ça doit un peu tirer, mais comment vous articulez ces échelles finalement entre
le POPSU qui est ce génie des lieux et des liens coopératifs au plus près, et la fabrique de la loi. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous le viviez bien d'abord? Je le vis très bien, et si je n'avais pas POPSU, je ne sais pas comment j'écrirais mes amendements. Non, je le dis en rigolant, mais pas trop quand même. Donc moi, en fait, à la base, j'ai saisi cette occasion, cette opportunité très riche de faire partie, en tous les cas d'être à côté de la communauté, comme vous l'avez dit, POPSU, parce que c'est lors d'une rencontre avec Jean-Baptiste Marie, lors du palmarès des jeunes urbanistes, qui m'a parlé de ce machin qui s'appelait POPSU. Mais j'ai tout de suite saisi l'enjeu tellement extraordinaire de participer à ces réflexions, parce qu'en fait je suis urbaniste à la base et que j'étais très frustrée de mon métier d'avant. J'étais très frustrée parce que POPSU, sans que ça n'existe, j'ai beaucoup œuvré en Gironde. Œuvrer, je ne sais pas si c'était vraiment de l'œuvre, mais en tous les cas, j'ai fait avec les moyens que j'avais, les missions que j'avais, bien sûr. POPSU, sans exister, m'a manqué, en fait. C'est ce que je disais, ça m'a manqué. Et puis, c'est assez drôle parce que, au départ, dans nos premières rencontres avec également Jean-Marc Hoffner, et lors des premières invitations que j'ai reçues et auxquelles j'ai répondu, bien sûr, favorablement, je parlais aussi du fameux copier-coller, mais que je justifiais, et je peux encore le justifier parfaitement aujourd'hui. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, POPSU, ça symbolisait ce qui manquait en amont des documents d'urbanisme. Et je vous rejoins quand même un petit peu. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, vous allez voir, mais je vous rejoins quand même beaucoup. C'est que pour moi, les documents d'urbanisme, ils étaient à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, le symptôme d'un manque de distance entre l'outil qu'il représente et la vision, les projets de territoire, souvent que les élus n'ont pas. Pour différentes raisons, ce n'est pas une critique. Pour moi, c'est une réalité. J'ai dû faire 150 documents d'urbanisme en zone rurale, donc j'ai pu voir un petit peu les panels. Et donc voilà, donc j'avais une très grande frustration parce que je n'étais pas missionnée spécialement pour ça. Et il me manquait cette matière, cette chair, cette aussi sédimentation nécessaire dans la réflexion que vous pouvez avoir de vos projets et les temps de pause nécessaires. Alors qu'un document d'urbanisme, il faut bien le dire, il y a un cahier des charges très précis, les services d'État aussi qui vous pressent pour coller et remplir un petit peu, être un peu dans des silos. Et nous aussi, on tombe dedans. Et c'est un triptyque infernal tel que je le nommais souvent, y compris en réunion ou réunion publique, c'est-à-dire d'être coincé. On a un triptyque entre les élus, donc les services de l'État et le bureau d'études. Et ça, pour moi, c'est infernal. C'est infernal à vivre. Et donc, quand j'ai découvert POPSU, je me suis dit, mais c'est extraordinaire que ça existe. Pourquoi ça n'a pas existé avant? Mais bon, Jean-Baptiste n'était pas né, donc ça ne pouvait pas exister. Alors, ça, c'est l'urbaniste d'avant, mais la députée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle voudrait en faire? Qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais en faire? D'abord, sans aucune prétention, très sincèrement, parce que si j'ai des collègues qui si jamais ils regardent, je leur ai fait passer les liens, mais c'est que je suis fière d'avoir fait rentrer POPSU à l'Assemblée nationale. Et j'ai ramé, je peux vous le dire. On a ramé ensemble d'ailleurs, y compris avec Hélène, qui avait travaillé à l'Assemblée. Et grâce à elle, on a trouvé une petite porte, on s'est engouffré dedans. Et donc, on a la possibilité, par différents types de groupes de travail ou même de commissions, de faire des auditions. Donc, dès que j'ai pu, on a fait auditionner POPSU parce que ça nous apporte justement cette matière, des expériences du terrain en fait, extrêmement précis, et qui va donner des exemples et qui va pouvoir aussi se confronter aux idées qu'on peut avoir quand on aborde un texte qui est un espèce de gros machin transmis souvent par le gouvernement avec une belle idée derrière, mais très technique, et on a du mal à percevoir ce que ça pourrait donner. Et alors chacun arrive comme député, quand on est sur ces sujets, avec la perception de sa circonscription, mais c'est pas assez large encore. Parce qu'il y a des circonscriptions qui, comme les petites villes d'ailleurs, ou comme les territoires qui accueillent les petites villes, qui sont extrêmement différentes. Donc moi, d'abord, c'était l'idée de faire entrer POPSU à l'Assemblée, dans des débats, des auditions, des conférences, et puis dans le travail parlementaire, dès que j'ai pu,
Et encore là, donc sur la loi Elan, on ne se connaissait pas tout à fait encore, sur la loi logement, la première loi logement. J'ai pu essayer de distiller certaines idées sur les ORT. C'était notamment sur la concertation nécessaire avec le public, enfin voilà. Sur la loi climat, j'ai bien ramé, mais je me suis bien exprimée et j'ai réussi à faire passer certains amendements justement pour essayer, parce que c'est quand même la question transversale, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter avec toute la différence que vous portez vous-même dans un texte de loi qui est censé s'appliquer à tout le monde. Mais par exemple, c'est d'essayer de trouver les moyens que la connaissance des chercheurs puisse se retrouver en amont des études, en amont des ORT, au sein du conseil d'administration de la NCT, par exemple. Voilà. Et puis pareil, dans la loi 3DS, essayer de porter des choses que je n'ai pas réussi à faire passer dans la loi climat, mais toujours pareil, pour essayer de faire porter la parole des chercheurs et aussi des territoires qui veulent se différencier dans les textes. C'est pas facile, mais on essaie. Merci. Il nous reste à peine 10 minutes pour poursuivre l'échange. Moi, j'avais envie de vous entendre, ou de voudrais entendre sur l'effet réseau et communauté. C'est-à-dire le fait d'être dans Popsu, en quoi, je dis ça pour les maires qui nous regardent peut-être sur Internet ou qui vont regarder le replay et qui vont se dire « Ah tiens, est-ce que c'est un truc qui est intéressant, à quoi ça peut me servir, etc. » En quoi ça brise ou pas, d'ailleurs, cette forme de solitude, un peu d'exercice du pouvoir, alors soit par rapport à ces acteurs locaux, bon, ça dans des petites villes en général vous êtes assez proches, soit par rapport à vos voisins, donc ça c'est les questions plutôt d'interterritorialité, soit par rapport entre pairs, c'est-à-dire vous l'avez dit tout à l'heure, Tournu, ils ont fait des trucs vraiment chouettes sur la transition alimentaire. On va aller les voir. En quoi, comment vous voyez, vous, cette inscription dans un réseau Popsu ou réseau d'ailleurs avec les universitaires, parce qu'il y a peut-être des compagnonnages qui vont se pérenniser. Monsieur Le Boulanger, vous voulez oui, la première réflexion qui me vient, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'on passe, je ne dirais pas de l'anonymat à une ville identifiée, mais en tout cas, on est repéré. On est repéré au sein de sa commune, au sein de son intercom, au sein aujourd'hui d'un réseau. Et ça permet, cette rupture de l'anonymat, ça permet de s'enrichir, parce que, vous le disiez très justement, c'est un peu une boîte à idées. On vient effectivement à la fois pour partager notre expérience et à la fois pour récupérer, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, les bonnes idées que chacun a pu exprimer. Et ça, je trouve que c'est un plus extraordinaire. Madame Thévenot. Oui, moi je veux bien réagir. Ça, effectivement, je partage complètement ce que vous venez de dire. Et j'ai envie de rajouter, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts pour assumer, pour affirmer ce que nous sommes. Quand moi je vous dis tout à l'heure que nous ne sommes pas dans un périmètre de Scott, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous ne l'avez pas dit aussi clairement que ça, oui, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur. Mais en fait, Madame Thévenot préside une communauté de communes qui n'est pas couverte par un Scott. Et voilà. C'est comme ça, mais on y vit bien pour autant. C'est pas facile, c'est quand même fou. Et quand je dis que ça nous rend plus forts, mais quand vous dites que ça n'est pas facile, c'est tout à fait la réalité. Parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai pu avoir la pression de la part des services de l'État, on va dire la préfecture ou la sous-préfecture, pour dire ce serait bien que vous puissiez tourner votre regard vers vos voisins d'à côté pour aller fusionner. Et ça, c'est pas rien. Ce serait bien aussi que vous puissiez intégrer tel ou tel Scott. Pourquoi l'avez-vous quitté? Mais si nous l'avons quitté, c'est parce que justement, on ne s'y retrouvait pas. Donc voilà, ça nous rend plus forts. Le partage que nous avons, le partage d'expérience, le fait de pouvoir effectivement échanger avec Madame la députée, c'est extrêmement intéressant. Et ça vient nous conforter dans les choix que nous faisons. Et de dire que finalement, dans notre singularité, on a aussi le droit d'exister. J'ose le dire comme ça. Il me vient à l'esprit, en vous écoutant, une phrase de Beaumarchais qui dit que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Et bien, c'est tout à fait ça. Merci, Monsieur Le Boulanger, de ce moment de grâce. Madame Brana, vous vouliez réagir? C'est difficile de parler après Beaumarchais.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques et ici, on a accès effectivement à la recherche et à l'expertise sur d'autres domaines, ce que nous n'avons pas dans nos communes ou dans nos intercos. Et puis, ce qui est appréciable aussi, c'est ces petits films qu'on a tous appréciés, c'est les petits ouvrages qui nous permettent aussi d'aller plus loin dans la recherche de solutions à des problématiques qui se posent à tous. Madame Cosra, vous nous l'avez expliqué, vous étiez plutôt un objet de recherche, c'est-à-dire ces hordes d'étudiants qui viennent voir l'écoquartier multimédaillé à sujet, c'est-à-dire aidez-moi finalement à aller plus loin. Comment vous voyez la pérennité justement de ce lien avec la communauté universitaire? Alors déjà, je vais continuer de les accueillir, M1, M2, ils reviennent là, à la fin du mois. Et puis bon, ils nous ont permis de faire un livret qui va être distribué à tous les habitants et puis qui sera distribué aussi aux nouveaux arrivants quand ils viendront dans le village. Donc ça, c'est le livret participatif. Voilà, Woluwe vers participatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus aussi pour monter un projet, parce qu'on a identifié des besoins aussi à travers cette étude. Donc, pourquoi pas après poursuivre les collaborations avec les étudiants qui ont toujours des stages à faire et pour qu'ils nous aident à aller encore plus loin, parce que demain, il va falloir traduire les manques qu'on a identifiés en projets opérationnels. Donc, moi, je suis toujours très, très, très branchée opération concret derrière. Et ce que je trouve, moi, ce que j'aime, c'est cette recherche-action, en fait. Et puis le fait d'avoir le numéro d'Emeline et de Séverine, et puis savoir que je vais pouvoir l'appeler, d'appeler la collègue du Porge, Madame Brana, pour travailler aussi, parce qu'on veut travailler aussi sur le plan local d'urbanisme. Et voilà, moi j'aime beaucoup tous ces liens, ces personnes, puis aussi lire le livre là de la jeune femme de tout à l'heure qui a fait l'introduction, qui va donner des... Pride. Voilà, Plug Pride. Ça, donc tout ça, merci pour tous ces apports qui nous font progresser. Et voilà, c'est vraiment un réseau neuronal là, où tout se met en lien. Merci, Monsieur Eugène, sur cet effet réseau ou communauté. Oui, mais je ne vais pas répondre directement, mais je pense c'est surtout garder l'esprit universitaire. Parce que le risque, sinon, c'est de vouloir justement trop montrer de résultats très concrets. Je comprends bien, dans recherche-action, il y a action, mais il y a aussi recherche. Et si on va trop dans l'action, j'ai peur que ça puisse faire redite, notamment avec d'autres dispositifs qui existent. Château-Thierry et Ville Action Cœur de Ville, on se retrouve avec les maires Action Cœur de Ville à peu près 2 fois par an. Et là, on va dire que c'est très brut, les présentations qui sont faites sur des projets très précis. Et ce qui peut manquer justement, c'est cet aspect recherche et cette sensibilisation des élus à la recherche, parce que une ville de 15 000 habitants, je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours, contrairement à une métropole, où on a des étudiants qui vont justement venir dans notre commune réaliser de la recherche. Et je pense que de s'appuyer sur cette singularité qui est quand même la recherche, orienté vers l'action. Je pense que c'est ce qui peut faire que d'autres maires vont justement trouver un intérêt à suivre les projets, à créer une communauté qui va s'étoffer au fil des années. Madame Marceau, marraine du club Popsu, c'est ça? Popsu Territoire, je crois, mais c'est pas, je n'ai pas mis de logo, mais oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai envie de porter... avec cette mise en réseau et ce que j'entends, plusieurs choses. D'abord, c'est porter dans ce qu'on a voté dans la loi climat, qui a beaucoup de mal à passer parce que c'est très compliqué. C'est encore une marche supérieure pour la lutte contre l'étalement urbain. Et l'exemple d'Ambert, mais il y en a d'autres, l'exemple d'Ambert est pour moi détonnant.
c'est-à-dire qu'on a du logement vacant partout, de l'habitat dégradé, et je me dis qu'on n'a pas encore assez réfléchi aux politiques publiques, politiques locales de l'habitat ou les politiques publiques de l'habitat, et ça serait... c'est un de mes sujets de travail au long cours, pour la fin du mandat et peut-être après, mais en tous les cas, je veux dire, on n'a jamais terminé pour essayer de répondre à ces problématiques-là, parce qu'on est en zone détendue, et à l'Assemblée nationale, j'ai la sensation, au Parlement en tous les cas, qu'on ne parle souvent que des zones tendues, donc ça m'énerve. Donc j'ai Ambert en tête, par exemple. Je voulais dire aussi que qu'est-ce que ça m'amène, cette communauté, c'est par exemple beaucoup d'humilité quand le maire de Tournu dit ce matin, je relis ce que j'ai écrit, être suiveur de politique publique est lassant. Et je le comprends. Et moi, je ne veux pas être de ceux ou de celles au Parlement qui votent sans cesse ou amendent sans cesse des lois. Je crois qu'il faut d'abord qu'on se dise, en regardant tout ce qui se passe, qu'il faut qu'on sache évaluer les lois. On ne le fait pas assez. Et puis, éventuellement, les faire évoluer, mais pas rajouter trop de strates. Et donc ça voilà. Et puis, la dernière chose qui est majeure au Parlement, c'est de voter les crédits et des programmes qui permettent de financer PopSu. Voilà. On peut finir par ce message un peu corporate, mais finalement, ça compte aussi. Merci beaucoup, en tout cas, de vos témoignages.